Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque semaine, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Qu'elles soient stylistes, entrepreneuses, activistes ou encore mannequins, ces femmes partagent ici leur parcours, leurs valeurs et dévoilent les coulisses d'une industrie en pleine mutation. Parce qu'elles ont pris conscience des dérives sociales et environnementales de la mode, elles ont décidé de s'engager pour un monde féministe, inclusif et durable. Cette semaine, je reçois la journaliste et autrice Alice Pfeiffer. Sa lecture de la mode est passionnante. Elle étudie le vêtement d'un point de vue sociologique et avec de solides connaissances en gender studies, ou études de genre. Elle parle de la mode de façon politique, critique et engagée. La mode responsable est-elle réservée à une élite ? Le greenwashing peut-il permettre de démocratiser la mode éthique ? Que disent les marques de fast fashion sur notre société ? Dans cet épisode, Alice répond à toutes ces questions et revient aussi sur son propre rapport aux vêtements, à la mode, en questionnant son histoire familiale, celle de famille juive ashkénaze, mais aussi en analysant les mouvements queer et féministes de notre époque. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Alice. Bonjour Chloé. Merci beaucoup de prendre le temps pour cet épisode. Alors Alice, tu es journaliste mode depuis pas mal de temps déjà, donc j'imagine que tu as eu le temps d'analyser correctement tout ça. Et je me demandais en fait à partir de quand tu as pris conscience des dérives sociales et environnementales de l'industrie textile. Il y a plusieurs moments, je pense. J'avais déjà, je pense, interloqué sans complètement me rendre compte quand je vivais encore à Londres. J'ai donc vécu à Londres de mes 15 ans à mes 24 ans. Et j'achetais des sacs poubelles pleins de fringues Primark qui duraient pas, faisaient trop lessive, ressortait de la machine couverte de bouloche, je mettais à la poubelle, on ressortait. Et je me souviens juste de me dire... Wow, tout ce plastique sur ma peau, tout ce plastique, les kilos de chaussures avec des prix dérisoires, c'est des chaussures à 12 livres, quelque chose comme ça, des t-shirts à 3 livres. Et je me souviens une fois, il y avait une étiquette dans une écharpe Primark que j'avais achetée qui devait coûter 4 livres et il y avait marqué Not by hand, tricoté à la main. Et je me suis dit, tricoté à la main? Mais la personne a été payée pour le faire à ce prix-là. Si le prix en boutique, c'est 4 livres, que ça a été fait au Bangladesh, je me suis dit, ouh là là, il y a quelqu'un, c'est la merde. C'est la merde pour quelqu'un qui n'est pas moi. Et puis après, il y a eu l'explosion du Rana Plaza, où ça a été, c'était un éveil, un choc, c'était terrible en fait. On s'est rendu compte du prix de ce qu'on portait vraiment. Et non, je pense que c'était l'accélération ou la réalisation de l'accumulation de fringues, alors que j'avais pas beaucoup d'argent du tout, et j'avais des sacs et des sacs et des sacs et des sacs de trucs qui étaient déjà ringards avant même et on retourne chez H&M et 2 minutes après il y a des nouvelles collections, des nouvelles arrivées, et toujours dans je me souviens de quand le Made in China est devenu le Made in Ethiopie, et que c'était dans des gens qui étaient moins payés que le prix de la... Enfin, le tout a été un lent réveil, mais aujourd'hui, il n'y a plus de retour en arrière, je pense. Bien sûr, donc plutôt par le prisme social, au départ. Oui, je pense, oui. Et après l'écologie, alors, peut-être, l'impact écologique. De toute façon, je pense que c'est plus peut-être par une réalisation écoféministe, donc de réaliser que ce que la femme porte sur son corps, la terre porte sur sa terre et sur sa surface, et que c'est une histoire d'oppression finalement pas très différente, et qu'en regardant l'histoire de la femme, on regarde l'histoire de toutes les oppressions. Et donc ça a été un éveil qui était autant autour d'une conscience territoriale, postcoloniale, une conscience queer, donc comment on habite aussi les intimités et les identités, et puis après comment on vit sur la Terre en tant qu'humain, et quels humains vivent sur quelle Terre, et quelles ressources sont introduites par qui. Enfin, c'est vraiment l'articulation entre qui on est et là où on vit.
Ouais, mais je partage. C'est marrant que tu parles d'écoféminisme parce que moi, c'est un peu via ce prisme-là aussi que je suis rentrée dans la mode éco-responsable. Les deux ont été hyper liés très vite, donc j'ai dédié quelques épisodes à ces problématiques-là, Ouais, donc super. c'est hyper intéressant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit l'émergence d'une mode qui se qualifie de responsable, d'éthique, de durable. Enfin, il y a pas mal d'adjectifs qui sont utilisés pour qualifier un peu cette mode plus consciente. Quel regard, toi, tu portes sur l'émergence de ces marques-là qui sont plus conscientes des impacts de l'industrie? Tu penses par exemple à quoi, Maison Clio, des trucs comme ça? Ouais, les patines, des looms, tu vois, de ces nouvelles marques qui intègrent vraiment dans leur ADN cette responsabilité-là. Bah, je pense que moi, c'est l'arrivée de la boutique Manifeste 011, qui est aujourd'hui fermée, mais qui était super, où c'était une esthétique finalement, pas que, mais assez techno et assez berlinoise, et minimale, et sombre, et plutôt queer, par deux filles super que je connais d'ailleurs, qui viennent de la musique. Et j'ai réalisé qu'aujourd'hui, on avait mis de côté la mode écologique comme mode qui appartient à une esthétique. Donc c'est plus une classe de gens avec un style particulier qui l'achetaient, parce que pendant longtemps, moi j'ai des parents qui étaient babos, écolos, tout ce qu'on veut, mais qui s'habillaient chez Patogas, et je trouve ça affreux. Pour moi, c'était où on s'habille bien, où on s'habille bon, entre guillemets. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est plus une identité à part, c'est quelque chose à intégrer. C'est un élément, c'est une caisse à outils pour tout ce qu'on est en train de produire. Et il y a des marques comme Maison Clio qui sont très bien faites en fait, c'est très bien fait et c'est très joli et c'est tout à fait contemporain et on peut tout aussi être une fashion victime, mais le fait une fashion victime consciente, et du coup toute la relecture de ce qu'est l'avant-garde de la mode et intégrer la part de conscience, qui était le contraire que ce que la mode faisait. La mode se délectait de ne pas s'intéresser au monde qui l'entourait, autant de façon sociale. Je pense aux vieilles collections de Galliano qui s'appelaient collection Clochard, qui était qui donc se voyait aucune responsabilité, qui se voyait exempté de toute responsabilité sociale et écologique. Et moi, au début de ma carrière, j'ai commencé à 23-24 donc à faire de la presse de mode, il y a 12-13 ans, et j'ai fait des voyages de presse qui étaient ahurissants, mais alors ahurissants de pollution. Tu sais, on allait voir des défilés de mode sur la muraille de Chine dans un vol qu'on allait prendre que pour 24 heures, et on trouvait ça super. Et aujourd'hui, c'était des shoots qui coûtaient des millions. Je comprends pourquoi on les faisait au Brésil et pas à Marseille. Et non, j'ai vu l'industrie aujourd'hui se tourner. Aujourd'hui, il n'y a plus le choix. Donc, c'est possible de le faire, mais c'est tout un imaginaire à changer aussi. Un imaginaire, pas pour royaliste, tu sais, un peu, c'est le problème des autres. Oui, non, ça ouvre beaucoup de réflexions sur qui on est, comment on consomme, notre lien entre la société et l'individualité. Beaucoup de choses comme ça. Ouais. Très vaste de toute façon comme sujet. Ouais. Dans une interview, tu dis que la mode éthique est un petit peu quand même encore réservée à une certaine élite, à des classes sociales assez aisées. Et je me demandais pourquoi tu l'analyses de cette façon-là. Pourquoi, selon toi, c'est encore réservé à une certaine classe sociale, plutôt une élite, quoi. Ouais. Parce que, à défaut d'avoir de la qualité, pour les classes plus populaires, on a promis un renouvellement permanent, chose qui est dans le luxe. Hein. Mais on n'achète pas des belles pièces, mais alors on achète tout le temps, on a tout le temps du neuf. Donc à défaut d'avoir du bien, on a du neuf. Et donc il y a un renouvellement permanent, un réassort permanent, des nouveautés, plutôt que des choses qui s'inscrivent dans le temps, plutôt qu'une relation à une histoire et une tradition peut-être dont laquelle on se sent pas une connexion particulière. Mais je pense qu'aujourd'hui les marques coûtent, en fait, par la force des choses, il faudrait que ça coûte un petit peu plus cher. C'est-à-dire que là, on a les marques vraiment qui sont au plus bas prix. Donc forcément, une marque un peu faite de façon un peu plus respectueuse, par définition, ça va un peu monter. Si on change, on commence à payer tout le monde, on commence à faire un peu plus attention à toute la chaîne de production. Ça va forcément aller plus que celle qui brûlait toutes les étapes, qui fabriquait en masse, qui respectait personne. C'est le prix de la sueur des autres, en fait, petit prix. Donc c'est la marque de des gens qui peuvent déjà ne pas marcher par ce désir de renouvellement permanent, donc vivre sans, et se permettre d'avoir la science pour mieux acheter, qui c'est un capital intellectuel aussi qu'on n'a pas forcément, et puis se sentir vraiment impliqué comme acteur de taille dans la société. Pareil, si on vient de classe populaire, on subit plus qu'on jouit de la société. Donc dire aux personnes vous n'avez rien mais consommez encore moins bien, consommez
mieux pour un mieux qui vous bénéficierait pas à vous, c'est compliqué. Comment on dit ça à une mère avec beaucoup d'enfants? C'est un petit peu compliqué, je pense. Oui, c'est complexe. Et comment on pourrait le faire d'ailleurs? Comment on pourrait impliquer davantage ces classes sociales? Qui gagne? Nous, il y a une espèce de réjouissance, un applaudissement entre soi. Pareil, on gagne en capital symbolique et culturel. Notre classe va l'apprécier, mais quelqu'un qui se sent pas inclus dans une histoire de privilèges et donc de responsabilité, je comprends pas qu'est-ce qu'elle y gagne, pourquoi, qu'est-ce que ça fait. Elle a encore le choix, elle a pas vraiment le budget pour, elle voit pas ce que ça change. La conscience sociale, c'est comme faire des donations. Ça veut dire sacrifier une partie de son budget pour une cause pas forcément compréhensible ou de loin ou de laquelle elle s'offrira pas directement et pour un effet dont elle jouira pas du tout, dans un effet dont elle profitera pas. Du coup, effectivement, c'est compliqué à dire. Ça lui fait quoi, elle? Oui, c'est sûr. Ah, c'est vrai que c'est complexe. Et en même temps, c'est vrai quand on voit l'état de la planète et tout, on se dit qu'il y a une responsabilité globale. Alors, ça peut pas, tous les consommatrices et les consommateurs ne peuvent pas porter cette responsabilité. Il faut que les politiques et les marques s'engagent un peu plus, mais il faut aussi qu'ils parviennent à s'adresser à des classes sociales qui se sentent déconnectées un peu de tout ça. Donc, je me demandais, voilà, parce que la rhétorique autour de l'écologie, ça. longtemps, c'est une rhétorique bourgeoise. Vous serez, tu sais, c'est tout, c'est des principes, des trucs, des valeurs, des profits, des injonctions qui touchent finalement une classe plus bourgeoise qu'une autre qui en a un peu rien à secouer. C'est comme beaucoup de choses, hein. Je pense que pour l'écologie, on rejoint un système de valeurs et un système social où on fait les courses dans certains endroits, on gagne des points de certains endroits, on s'affiche en train de faire du shopping dans d'autres endroits, on a le tote bag de l'autre endroit ou je sais pas quoi. C'est des rituels de consommation qui sont je me répète, mais que valorisants pour certains bobos. C'est vrai. Mais on peut espérer les intégrer ou pas du tout, tu penses? Ou en tout cas, il faut complètement changer un système de complètement paradigme, différent. Ouais. Expliquer à une femme qui vit dans une classe ouvrière qui n'a pas les moyens, pourquoi sortir des circuits de grande distribution, pourquoi faire cet effort en plus, pourquoi faire son propre savon, pourquoi ne pas acheter les paquets. Et je pense que le faire passer par la tendance, ça peut être pas mal, sauf que c'est fait de façon extrêmement superficielle. Je sais pas, je pense que elle pourrait peut-être éventuellement être touchée par du greenwashing. Si on le met au level de hype et d'avant-garde et de cool, mais le faire un peu plus en profondeur, c'est compliqué. Moi, je vois pas ce qui pourrait dépasser à l'heure actuelle. Ouais, un exercice un peu d'acheter un t-shirt, une petite capsule H&M. Mais si ça heurte pas directement les gens autour de soi, ni la peau des bébés. Je dis pas qu'il faut tuer les enfants pour faire la révolution. Mais qu'est-ce qu'il faudrait? Ouais, tout un exercice de communication pensé pour les masses, vraiment. Et c'est drôle culturellement de faire la sociologie du marketing green. Hein. Ouais, c'est complexe. Enfin, moi, je me pose beaucoup ces questions-là en ce moment parce que je me dis, c'est bien chouette de discuter de tout ça dans un certain entre-soi, mais au bout d'un moment, ça arrive aussi à ses limites, quoi. C'est-à-dire que comment on parle aux gens qui se sentent pas forcément concernés. Enfin, je m'interroge, quoi. Mais même en tant que journaliste, je m'interroge. Et il y a une autre question que je me pose parce que récemment j'ai lu un article et je trouve que ça revient beaucoup en ce moment sur cette génération Z. Alors c'est un peu compliqué de généraliser, je trouve, mais qui est à la fois ultra consciente des enjeux écologiques et qui, en même temps, est ultra consommatrice de fast fashion, d'ultra fashion, des Shein, des Boo, ce genre de marque. Et je me demandais comment on pouvait expliquer cette différence entre à la fois cette prise de conscience parce qu'ils descendent dans la exactement parce qu'ils descendent dans la rue pour manifester pour l'écologie, pour préserver la planète, et puis d'un autre côté, il y a cette consommation d'une mode polluante. Ouais. Parce que c'est raconté sous un autre angle. Shein et Boo, c'est l'anti-haute couture, ce sera la mode pour le peuple. Et donc ça peut complètement invoquer des valeurs socialistes. Ouais, c'est la mode pour tous, la mode à la pointe pour tous. Donc ça reprend très très vite des codes, ça va très très vite s'adapter à. Ils copient un peu tout le monde, hein, Shein. Mais en fait, on va trouver des trucs pointus qu'on a vu sur les catwalks il y a une semaine auparavant.
Ils sont très très connectés à la culture des Instagram et à la culture américaine des Kardashians, etc. Donc ils vendent un rêve américain, ils vendent une accessibilité aux tendances. Ils vendent une féminité qu'on pourrait presque lire dans une mouvance pro-sexe qui est hyper sexe, qui est hyper cul, qui le vend comme une forme d'émancipation. Donc ils sont sur plein d'autres valeurs. En fait, ils jouent sur plein d'autres registres pour qui font oublier l'écologie. Donc on a l'impression de contribuer à un truc plus égalitaire. On a l'impression de contribuer à une mode qui permet aux femmes de prendre en charge elles-mêmes leur propre intimité et sexualité, de faire du sexe une forme de révolution sexuelle en fait. Enfin moi je travaille là-dessus en ce moment, mais c'est vrai que c'est de l'ultra sexe, mais qui est pas offert par l'amant, qui est offert pour soi, qui est offert comme quelque chose qu'on porte à l'extérieur, qui suit finalement dans un pays où on a interdit récemment le crop top qui en vend par-dessus la jambe toute la journée. Donc on a l'impression de faire un truc qui est peut-être potentiellement même anti-Macron, je sais pas. Mais tout ça pour dire qu'il réveille plein d'autres champs de questionnement et de rébellion et d'engagement aujourd'hui. Donc on a l'impression de faire peut-être c'est pas l'environnement, mais c'est plein d'autres choses avec lesquelles on se rallie. C'est fort. Ouais, mais c'est ultra intéressant effectivement. Et les réseaux sociaux aussi jouent un rôle dans tout ça parce que c'est tout le temps le temple de la nouveauté. On voit des images en permanence, donc forcément on a envie aussi de consommer. Enfin surtout quand on est jeune et qu'on est inondé d'images d'influenceuses ou d'influenceurs qui vendent ces marques-là, ces nouveautés. Ah ouais. C'est compliqué les réseaux sociaux, je trouve. Oui, surtout qu'il y a les codes promo, il y a une familiarité qui se crée avec les Instagrammeurs, on les suit dans notre communauté, on les like, ils nous répondent, on les reposte, on les espèce de flux constant d'échanges et qui ont tous chacun un alibi bonne conscience. Là, par exemple, Léna Situation, je sais pas ce qu'elle pense de l'écologie, mais bon, elle bosse avec Etam et Jennifer. Mais on a l'impression de célébrer une girl next door, une fille peut-être un peu plus métissée que d'habitude. On n'a pas beaucoup de jeunes filles nord-africaines ou de descendance nord-africaine, même si on n'en parle pas beaucoup dedans. Donc on célèbre plein de trucs. Et ces Instagrammeurs incarnent un mode de vie qui semble woke à différents endroits. Et donc c'est dur parce que c'est souvent gommé en fait. C'est une valeur parmi tant d'autres. On sait que c'est bien d'avoir des valeurs, lesquelles on ne sait pas, et une au profit d'une autre, pourquoi pas. Ouais. Dans une autre interview, pardon, c'est vrai que je cite beaucoup d'interviews, mais c'est vrai que j'aime bien aller creuser quand j'invite quelqu'un à mon micro et voir ce que l'invité a pu dire avant. Tu dis les cycles de la mode, donc ce qui est ringard, démodé, redésirable, ça s'accélère justement à cause des réseaux sociaux. Et je me demandais comment ou est-ce qu'on peut appuyer sur pause à un moment, parce qu'il est là aussi le problème, c'est-à-dire que c'est des cycles infernales, c'est de la surconsommation, de la surproduction. Est-ce qu'il y a un moyen de ralentir? Non, je crois pas. Je ne sais pas, parce que même ce qu'on appelle intemporel, c'est une mode. C'est une mode cyclique. Et on a régulièrement des retours de l'intemporel. Ça existe en toile de fond dans plein de trucs. Mais ce qu'on appelle l'intemporel, c'est quelque chose qui est hyper normé, qui ressemble partout, qui est hyper homogénéisé. C'est toujours un trench beige, d'une marque qu'on va payer un tout petit peu plus cher à la rigueur. Mais dans l'idée, oui, un intemporel serait quelque chose qu'on achèterait, dans lequel on investirait plutôt qu'on consommerait avant de remettre au placard. Mais c'est l'inscription dans une histoire, encore une fois, dans une promesse de fidélité dans son style, chose qui est absolument pas sûre aujourd'hui, parce que aujourd'hui le seul truc qu'on a, c'est la promesse de réinvention, c'est la promesse de ne plus être. C'est vraiment un être en réinvention, un être en devenir, plutôt qu'un être à la descendance. C'est un truc très aristocratique finalement, d'avoir des objets qui ressortent, les perles de la grand-mère, le sac vintage de la grand-mère, le trench du grand-père. Ça veut dire qu'on appartient à une continuité. Et je pense que s'il y a eu des mouvances sociales, des mouvances de classe sociale d'une génération à une autre, si on vient de pas grand-chose, on espère plus que l'avenir aura plus de promesses que le passé ou le présent qui... La question de la temporelle, c'est comment et avec qui on se situe dans le temps, quelle histoire, son histoire ou pas, est-ce que son histoire vaut le coup d'être racontée ou pas. C'est le luxe d'avoir un joli nom de famille, on se replonge avec nostalgie sur le passé, on sait qu'il y a des choses qui traversent le test du temps. Je sais pas si ça fait sens. Si. En tout cas, moi, je comprends. Si, ça fait complètement sens. Mais non, une autre de mes questions, mais qui fait lien avec celle que je viens de te poser, c'est est-ce que la fast fashion, est-ce que les marques qu'on a citées juste avant aussi sont capables de remettre en question leur modèle aujourd'hui?
Parce qu'on l'a dit, c'est compliqué aujourd'hui de s'adresser à des classes, effectivement, comme tu l'as très bien dit, pour qui s'intéresser à ces sujets-là, ça n'a pas d'intérêt à proprement parler pour elles, donc c'est compliqué de s'y intéresser. Donc il faudrait que ça vienne de l'intérieur, et donc est-ce que la fast fashion peut remettre en question son modèle économique qui est basé sur tout est dans le nom. Ouais. Le nom, c'est rapide. Ça parle d'accélération. Fast fashion, pour pas dire abordable. Donc abordable et rapidité, ça ne fait qu'un. Et derrière rapidité, derrière cet alibi à la rapidité, cette valorisation de l'accélération, qu'est-ce qu'on cache ? Donc, je sais pas, il faudrait même le renommer, mais le principe, il est pas là. Le principe, c'est que c'est produit rapidement, que c'est reproduit, que c'est... Si tu vas 2 fois chez Bershka, ils ont 2 fois la même offre en l'espace de 2 semaines, tu ne retournes plus. Oui. C'est pas une belle collection à conserver, à inscrire dans une mémoire. C'est plutôt une évolution constante. Et quand si on dit medium as a message, le médium, c'est vraiment la rapidité. C'est pas la mode qui se produit de cette rapidité. Ouais. Donc, on pourrait attendre de cette mode-là simplement qu'elle s'intéresse un tout petit peu plus aux questions écologiques et qu'elle propose plus de collections avec des matières moins polluantes. On n'investit pas dans Bershka ou dans Pull&Bear. On se dit pas, le label n'a pas cette valeur-là. Personne ne le porterait fièrement. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est le dernier cri. Donc ça a été acheté il y a 3 minutes, ça sort des trucs, mais l'inscrire dans une espèce de patrimoine familial et personnel, avec une marque dont toute la valeur se joue sur l'instantanéité, et la rapidité et la réactivité, je sais pas. De la même façon qu'on sera jamais punk en Hermès. Donc l'existence même de la fast fashion est problématique. Est-ce que ça devrait cesser d'exister ? Quelle est leur responsabilité ? Parce qu'ils encouragent un système aussi de désir qui est extrêmement rapide. Moi, je suis d'ailleurs outrée qu'il n'y ait pas encore les collections de la semaine dernière qui ont défilé, déjà copiées en boutique chez Zara, tu sais. Ça va pas tarder, je pense. Je pense ça arrive, je pense. Ouais. Mais oui, après, disparaître, mais pareil, c'est-à-dire que il y a plein de gens qui pourront plus s'acheter de vêtements, ou alors il y a se tourner vers la seconde main et le vintage, mais c'est un peu un mépris de classe aussi. C'est un truc de grande ville. Puis... C'est un truc qui est pas bien du tout absorbé, particulièrement par les classes nouveau riches, parce que c'est le vêtement que quelqu'un d'autre a porté, donc qui aurait pas été fait pour nous. C'est vraiment c'est associé à un genre de pauvreté, comme l'armée du salut, c'était longtemps, c'était pour les pauvres et les marginaux. Et c'est pour ça que les punks, d'ailleurs, se sont revendiqués de l'histoire marginale de ces lieux-là. Mais en France, Guérissol, c'est l'explosion. Tous les bobos achètent là-bas. Mais bon, je sais pas à quel point c'est rassurant. Je sais pas. Parce que la fripe, c'est pas génial non plus. Hein. Ça a été bleaché dans un pays, sourcé dans un autre, réuni, emmené en avion de l'autre bout du monde. Donc bon. Oui, quand on voit Vinted et les dérives et tous ces allers-retours de colis, et puis qui est alimenté aussi par la fast fashion et tout, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue quand même, tout ça. Il y a une autre thématique que je voulais aborder avec toi, c'est l'aspect un peu plus politique de la mode, et je me demandais dans quelle mesure choisir un vêtement responsable c'était un choix politique, parce qu'on voit des marques comme Patine là récemment qui a sorti un t-shirt carrément manifeste, où elle décrit son manifeste sur le t-shirt, donc on a l'impression que c'est un peu on raconte au monde, on a envie de montrer au monde qu'on a fait ce choix là de vêtements ultra conscients. Et je me demandais dans quelle mesure c'était un peu quelque chose d'ultra politique, quoi. Je pense qu'on peut penser à la robe portée par Alexandria Ocasio-Cortez au Met Ball de 2021 où il y avait marqué Tax the Rich, et on s'est posé la question, et j'ai d'ailleurs écrit sur le sujet, est-ce que c'est un cheval de Troie entouré de personnes riches, ou est-ce que c'est un oxymore géant ? Je veux dire, elle est quand même dans un bal où les billets sont à 35 000, dans un truc qui est parfaitement instagrammable. Et je pense qu'on est quand même à l'heure de performative politics, ou militantisme performatif, ou politique performative. Ça s'arrête là où ça commence, c'est-à-dire que c'est une image visuelle et ça s'arrête là. Combien est-ce que ça fait de diffuser le message ? C'est la stratégie du message et du t-shirt à message est pas neuve. Ça a été repris d'assaut par les réseaux sociaux parce que c'est pas un médium pour lire, c'est un médium d'image et ça s'intègre bien dans une image. Mais je pense effectivement, on en a beaucoup parlé, mais au t-shirt We Should All Be Feminist de Chimamanda Ngozi Adichie, Dior facturait 750 € pour le t-shirt. Et moi, ce qui m'embêtait plus dans l'histoire, c'est que le livre d'où la phrase est tirée, qui est un petit manifeste pour un féminisme afro-centré en plus, c'est vraiment, elle écrit de sa propre expérience.
n'est pas distribué. Enfin, le livre est coûté 2 € à la Fnac. Ouais. Donc, ça l'aurait pas tué de les mettre au premier rang, de les distribuer aux invités, qu'il y a une espèce de rappel hors de. Mais là, le problème, c'est que ce manifeste-là se vit que sur le t-shirt. Si c'est quelque chose qui rappelle les valeurs derrière les projecteurs aussi, en coulisses, c'est intéressant. Mais si c'est que ça se limite à la com, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Bien sûr. Tu sais, on pense aux maisons de luxe qui vont tout te dire pas de plastique, pas de plastique, pas de plastique, et tu vas en coulisses ou tu vas dans leur bureau, il y a des bouteilles en plastique partout. Donc ça se limite au lieu de défiler, c'est pas génial. Ouais, non, c'est clair. Et je me suis posé aussi une autre question récemment, en tout cas au moment de l'élection américaine. La marque Patagonia a appelé les gens à voter contre Donald Trump. Yes, plein de marques ont fait ça. Et je me demandais pourquoi les marques de mode se sont senties ont voulu faire ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si ma question est très claire, mais est-ce que c'est aux marques de mode de prendre position comme ça sur ces questions politiques et de société? Pourquoi elles l'ont fait? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un vide à côté et que du coup on a besoin de ces marques-là pour avoir ce genre de discours? Je pense que les marques sont des acteurs politiques, absolument. Ils jouent des rôles que jouait la haute société et que jouaient les politiques à travers l'histoire. Par exemple, oui, les marques de luxe ont un travail de mécénat à côté qui est là. Au moment de Black Lives Matter, toutes les marques ont communiqué aussi là-dessus. Une marque, c'est une entité à 360 degrés qui est autant un média qu'un système de valeurs, qu'un système politique, qu'un outil de production, qu'un outil visuel, quelque chose qu'on consomme, qu'on va suivre sur Instagram, qui a amplement dépassé les limites de quelque chose qu'on achète en boutique. On se réveille avec la mode, on reçoit et des notifications, et des événements, on va voir qu'ils sont placés dans les films. Donc c'est extrêmement poreux le rapport qu'on a avec entre marque et culture. Ouais, et puis il y a une certaine fierté aussi parfois à être attaché à une marque, faire partie un peu de cette communauté, une marque qui va défendre une certaine vision de la société, se dire bah voilà, j'achète cette marque-là parce qu'elle a les mêmes valeurs que moi, quoi. On a tous des terrains sensibles, on se dit tiens, c'est des symboliques importantes. Tu vois, Olivier Rousteing qui est le premier créateur noir de France, ça joue son rôle. Ouais. On va regarder le truc différemment, on va savoir que derrière on contribue et on appartient un peu à une histoire d'un succès pour quelqu'un qu'on n'a jamais vu avant à cet espace-là. Ouais. Et pour rebondir, je suis désolée, c'est un peu décousu, mais les questions viennent aussi au fur et à mesure. Quand on parlait de, c'est compliqué, de s'adresser à tout le monde, que la mode éthique finalement, oui, s'adresse qu'à une certaine, à des classes plutôt aisées. Est-ce que du coup, ça veut dire que le greenwashing est aujourd'hui quand même nécessaire pour des marques comme de fast fashion qui vont utiliser ces messages green, qui vont les diffuser au plus grand nombre? Est-ce que ça veut dire que c'est nécessaire pour, en tout cas d'une première étape, pour ensuite pouvoir espérer faire changer plus largement? C'est une bonne question. Donc, ça sensibilise le consommateur à ce genre de problème et de dialogue avec la marque. Après, il faut que ça fait bien, mais je pense que si on est tous dans un climat comme ça, les vrais acteurs qui feront des choses, qui auront des actions un peu plus tangibles, pourront bénéficier de la sensibilisation générale qu'a opéré tout le système de la mode. Ouais. Donc oui, ça peut tout à fait avoir. Ça peut faire sens, en tout cas pour l'instant, quoi. Ok. Une question aussi sur les Fashion Week, parce que là, ça vient de se terminer, donc c'était d'actualité. Est-ce que ça fait sens encore aujourd'hui d'avoir des Fashion Week femmes, des Fashion Week hommes, pareil, des catégories dans les magasins ou sur les sites internet, hommes, femmes, alors qu'il y a quand même de plus en plus une remise en question du genre, on tend de plus en plus vers la non-binarité. J'en discutais avec une de mes invitées qui me disait que elle se sentait beaucoup exclue en tant que personne non-binaire, vu qu'elle voyait que hommes, femmes en permanence. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est amené à disparaître? Est-ce que... La solution, c'est pas qu'il faut effacer hommes et femmes, mais c'est qu'il faut rajouter d'autres catégories, je pense. Obliger la non-binarité, ça peut avoir une dimension transphobe aussi. Je sais pas quel format serait le mieux à adopter pour qu'on puisse adopter femmes, hommes, et plutôt penser le genre sur un spectre où chacun se situe de façon libre sur ce spectre-là. Parce que là, le problème, c'est qu'on a une binarité homme-femme, point, qui est une binarité extrêmement hétérocentrée,
extrêmement cisgenre, qui laisse pas la place à beaucoup de réappropriation, de politisation, de réinvention du genre, parce pour moi on peut être féminine, mais habiter sa féminité de façon plus ou moins queer, de façon féministe, de laisser exprimer un empowerment. Mais moi par exemple, je me revendique tout à fait. Je suis tout à fait d'une identité femme, ou plutôt moi je m'assimile plus à une identité dite dans les milieux lesbiens femmes, qui est une identité dite féminine, mais conscientisée et politisée et retournée, et qu'on fait de façon que le but c'est de retourner à partir de codes dits féminins, retourner, mettre en évidence, dépasser les injonctions, et parce que ce n'est pas le fait dans le but de la séduction d'un homme hétérosexuel, et qu'on se libère de beaucoup d'associations qu'on fait à cette féminité. Donc femme oui, mais ce qui ne veut pas dire X nombre de valeurs. Oui, bien sûr. Et la dernière thématique avant les quelques questions un peu plus personnelles, c'est la presse et la mode responsable. Ouais. Et là, c'est une citation c'est une phrase que tu as prononcée dans un TEDx que je trouvais hyper, qui résumait bien les choses. Tu dis, le vêtement, c'est à la fois la carapace et le paraître, l'intime et le social, ce qu'on montre et ce qu'on cache, et c'est extrêmement important en politique. Est-ce que, c'est un peu pour rebondir sur la question juste avant, est-ce que c'est les vêtements sont traités de façon suffisamment sérieuse dans notre société? Non. Ouais. Pas assez, et de façon que stigmatisante finalement. C'est-à-dire que on va applaudir quelqu'un qui rentre dans les codes, stigmatiser la femme si elle est masculine, la stigmatiser si elle est féminine. Je pense qu'on moquerie autour d'Angela Merkel, mais aussi de Cécile Duflot quand elle met des robes. Donc tous les coups, c'est formidable, les femmes ont toujours perdu. Et non, et on voit pas assez comment on peut réinventer le vêtement du pouvoir, le vêtement de l'autorité, le vêtement de l'appartenance, de l'élite ou pas. À quoi ça ressemble, que porte Éric Zemmour, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il raconte de sa propre françaisité, de ses origines, de ses valeurs politiques. Non, tout ça, c'est hyper intéressant parce que c'est l'extension non verbale d'un processus de communication quand même. Donc, je pense qu'il faut se poser activement la question. Et pourquoi c'est pas traité de façon suffisamment sérieuse? C'est quoi? C'est parce que chiffon, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est associé à la sphère féminine et domestique, et c'est un soft power le vêtement. Donc c'est pas absolument pas vu. Et sinon, et si c'est un homme qui le fait, c'est seulement on dit couturière, ce qui veut dire petite main, ou couturier, ce qui veut dire head designer. Donc oui, c'est limité quand même. C'est vrai. Alors les petites questions de fin qui sont un peu rituelles et qui sont un peu plus personnelles. Jamais, ça me fait beaucoup rire. Quel rapport toi tu entretiens avec la mode et les vêtements? Ton rapport personnel? Aujourd'hui ou? S'il y a eu une évolution, c'est toujours intéressant de voir l'évolution. non mais oui, j'imagine c'est compliqué. Je sais pas d'où tu viens d'ailleurs, j'ai vu t'appeler. Moi je suis séfarade, enfin origine séfarade, ouais. Là c'est compliqué. Bah oui. Séfarade c'est pas génial non plus. Mais c'est pas la même histoire. C'est compliqué parce que l'histoire de mode était une histoire
une histoire, c'était une histoire de résistance, une histoire de survie. Quand je regarde les femmes de ma famille, c'était vraiment ça. Elles étaient blondes. Et pourquoi elles étaient blondes? Effectivement, ma grand-mère c'était un temps blonde, mais elle avait des faux papiers, elle portait pas l'étoile et ça s'échappait. Du coup, c'est compliqué de me dire, c'est chic le blond. Tu sais, le nez, le petit nez, le grand nez. Je raconte ça dans mon livre, mais la beauté, c'est quelque chose que j'ai eu à défaire. Ma grand-mère a survécu parce que les Allemands, je le racontais dans mon bouquin, donc les Allemands ont arrêté un bus où elle était et tu pouvais pas mesurer. Elle, c'est la seule de la famille, elle a un petit nez, ils l'ont mesuré, ils ont dit nicht Jude, elle a pas été déportée. Du coup, maintenant, quand je regarde ce que je trouve beau et moche, il y a tout en toile de fond, il y a tout un truc où ça a été le nez de la mort ou le nez de la survie, tu sais. Ça a été la couleur qui fait que t'es passé entre les mailles du filet. Du coup, le chic, c'est pas penser au chic que en tant que chic et sans ce qu'il a pu montrer, c'est l'histoire d'une toute petite masse privilégiée et c'est le regard limité qu'on a sur toutes les tendances. On parle des beatniks, donc ces hommes qui marchaient poètes, fous dans la nature, mais en fait c'était que les hommes blancs qui pouvaient faire ça. Genre l'homme noir vagabond était arrêté ou tué. Quand on parle des années 60 et des mini-jupes, mais quelles filles? C'était sûrement pas des filles qui étaient en train de travailler. Et quand on parle des années 60, c'était pas les latinos, les femmes latinos qu'on était en train de stériliser de force à la même époque. On parle des Lumières, mais en fait, on parle pas des Lumières. C'est aussi la plus grande expansion coloniale de la France, tu sais. Donc, pensez à la mode, je pense, quand la seule histoire qu'on a, c'est une histoire minorée et le rappel d'une histoire d'oppression et de massacre à travers des siècles. Je parle pas que de moi, mais bien sûr, mais c'est un regard complètement différent sur la mode comme outil et comme stratégie, plus que comme élégance pure. Tu sais, je me suis toujours dit, inconsciemment, tu te lisses les cheveux, tu te lisses pas les cheveux, si t'es feuille, si t'es arabe, tu sais que c'est quelque part, tu joues avec un white pass, en fait. Tu poses ces questions-là de qui j'ai l'air, de qui je me ressemble, le contouring aussi. Tu te retrécis certains trucs, tu te claircis la peau, je suis partie dans tous les sens. Oui, non, mais c'est clair. En face de moi, j'étais obligée d'en parler à un moment. Solidarité. non, mais oui, tu donc le lis vachement mode, plutôt ça a été plein de l'histoire, trucs. Qui je suis, qu'est-ce que j'ai l'air d'être, de quoi est-ce que je me libère. Et aujourd'hui, tu as réussi à répondre à ces interrogations ou c'est en cours? Entre-temps, j'ai fait un coming out. J'ai été, tu sais, je suis avec des meufs depuis des années maintenant. Donc, il y a eu tout le truc de la séduction qui s'est pas passé. Il y a eu toutes mes copines qui devaient se caser. Parce que moi, le truc, c'était vraiment me marier à un gentil garçon ashkénaze et me reproduire. Mes cousines, mes familles continuent à me dire qu'ils sont des garçons merveilleux à me présenter. Mais, les questions fudge et la question queer sont des trucs qui m'ont le plus traversé. La question du sexe, de la séduction, du genre. Et après, la question d'où tu viens et de la responsabilité que tu as en tant que femme. Donc vraiment, la question, les questions queer et les questions juives qui sont des trucs vraiment importants dans comment je me suis construite. C'est ce qui habite mon rapport à la mode le plus. Ok, d'accord. Non, mais c'est hyper intéressant. À quoi tu penses quand tu entends le mot sororité? Sororité, c'est un système de filiation entre nos sœurs qui peut être super, mais qui est sœur avec qui? Moi, j'ai pas l'impression d'être sœur pareil avec tout le monde. Et pas sœur à la place d'eux. Donc, ça veut pas dire qui prend la place d'eux. Donc, sororité, c'est une bonne idée, mais espérons que ce soit pas que des féministes blondes aux yeux qui prennent la parole, tu sais. Parce qu'il y a un peu que de ça. C'est un peu dommage. Parce que sororité, elle en a parlé pour moi, je crois pas. Donc, bon. Et le mot écoféminisme, quand tu l'entends, tu penses à quoi? C'est le lien, vraiment, c'est le lien entre terre et corps de la femme, territorialité, intimité et régulation des corps et régulation de la terre, oppression pour la reproduction sur terre et de nos ressources et de l'humain, exploitation de corps minorés et exploitation de la terre qui peut pas répondre. Donc c'est une double histoire d'oppression et une se lie avec les outils de l'autre, et c'est intéressant. Est-ce que c'est des processus d'exploitation qui se ressemblent finalement dans une logique de dû, et extrêmement phallocentrée aussi. Donc c'est deux mots qui s'emboîtent très bien pour raconter deux histoires et deux mécanismes parallèles mais qui s'emboîtent. Ouais, c'est un bon résumé. Et alors la dernière question, c'est jamais évident de terminer une interview enregistrée, mais donc il y a une question que je pose à toutes mes invitées. Vas-y. Est-ce que tu as des modèles dans la vie? Plein. Pauline Beb, la rabbine, qui a réintégré les noms des matriarches dans la Torah, avec qui j'ai fait ma bat mitzvah, est quelqu'un de formidable. Delphine Orviller est bien aussi, je lis beaucoup, j'aime beaucoup. C'est des projets aussi, j'admire beaucoup. Le podcast Kiftara, c'est super, avec Rokhaya Diallo dedans. Modèle, je peux pas dire, quelle mesure je peux m'identifier à elle ou juste l'admirer. Je trouve qu'elle fait un boulot extraordinaire en France.
Leslie Feinberg de Stone Butch Blues, même si pareil, je suis pas concernée, mais ça a été quelque chose de grand, formidable dans ma vie aussi. Et des modèles. C'est plutôt des moments, des objets, des produits culturels. Les Gender Studies de la London School of Economics, qui étaient parmi les premiers à l'avoir en Angleterre, m'ont illuminée quand j'avais 22 ans, ou quelque chose comme ça. Qui d'autre? Ouais, non. C'est bien déjà. C'est bien. Ouais. Cool. C'est de jolis modèles. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci à Alice d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.